L'invité de Smart Impact, c'est Henri Wallard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous publiez Mensonges d'État, imposture écologique. C'est aux éditions Fayard. Le livre sort ces jours-ci. Pourquoi ce titre? Quel mensonge, quelle imposture? De quoi on parle? Alors, la transition écologique et la transition énergétique sont affichées comme la grande priorité politique. Le combat du siècle, guidé par la science. Et que voient nos concitoyens dans les décisions stratégiques? Des hésitations, des évolutions, des changements majeurs. En 2018, il faut fermer 14 réacteurs nucléaires. En 2022, il faut en construire 14. Entre-temps, on ferme Fessenheim. Et dans la vie quotidienne, c'est un florilège de mesures bureaucratiques, courtelinesques, qui sont, pour certaines, très très pénalisantes pour nos concitoyens. Donc, la perception est inévitablement celle d'un décalage, d'un mensonge et d'une imposture, d'où le titre. Ouais. Les symptômes les plus frappants de ce manque, parce que c'est une question de cap, d'une certaine façon, pour vous, c'est quoi? Alors, je crois que ce sont des symptômes déjà d'errance, c'est-à-dire que d'instabilité des mesures. Ouais. Je viens de l'évoquer à propos du nucléaire, mais on aurait pu le dire sur l'éolien, on aurait pu le dire sur le solaire. Il y a des changements de cap qui sont assez déroutants. C'est pas lié au changement de majorité politique? Alors, ça pourrait. On peut la primauté dans ce livre, je garde évidemment la primauté aux politiques, et je n'appelle en aucun cas un gouvernement des experts, bien au contraire, puisque je souhaite qu'on s'appuie davantage sur le Parlement, qui fait un travail remarquable. Et je crois que c'est lié à un mode de travail qui est dans l'urgence et dans l'effet d'annonce, avec des cabinets ministériels et des ministres qui sont déconnectés des réalités scientifiques et techniques, et en fait aussi déconnectés de la société. Et ça aggrave le fossé entre les citoyens et les politiques publiques. On va prendre quelques exemples, mais là on vient il y a quelques jours voir le gouvernement qui présentait son plan national d'adaptation au changement climatique, qui se prépare à un scénario éventuel de plus 4 degrés à la fin du siècle. Là on est dans l'anticipation quand même. Oui, on est dans l'anticipation, mais alors après il y a une question de stabilité des priorités, et puis de pilotage. La stabilité des priorités, c'est important. C'est quand même très difficile, ne serait-ce que pour la filière nucléaire, d'être passé de arrêt de construction et décroissance à recroissance. D'ailleurs, si je prends cet exemple du nucléaire, on a aujourd'hui une situation avec 3 phénomènes majeurs, une bonne nouvelle, un sujet d'inquiétude et un scoop. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est la remontée de la production des réacteurs nucléaires. Rappelez-vous, en 2022... on n'a pas eu de chance. Au moment où il y a la crise ukrainienne, nos réacteurs sont en maintenance. Et en 2022, il y avait même une certaine inquiétude. On craignait des coupures de courant, rappelez-vous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'accroissement de la production électronucléaire entre 2022 et 2024, le seul accroissement, il est plus grand que toute la production d'éolien et de solaire de 2024. Donc le seul accroissement. Donc c'est massif. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le sujet d'inquiétude, c'est la construction des futurs réacteurs qui a été annoncé. Alors les EPR2, donc c'est combien d'ailleurs? C'est 6? Alors c'est 6 avec une option pour 8 supplémentaires. Et alors pourquoi vous dites inquiétude? Inquiétude parce qu'en fait, autant on a continué d'exploiter des réacteurs continuellement et on a gardé l'expertise, autant pour la construction, on a perdu la main. Et donc, à cause du changement de politique. À cause du fait qu'on n'a pas construit de réacteurs pendant 20 ans. Depuis très longtemps. Donc on n'a plus les talents, la filière n'était plus organisée pour, EDF a dû se restructurer, etc. etc. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas une surprise. Il a été annoncé que le délai initial du premier réacteur EPR2, qui est à Penly, passe de 2035 à 2038. Ça peut dérouter, mais ce n'est pas un drame en réalité, surtout que c'est une tête de série. Alors le scoop, il est tout récent pour moi. C'est dans un comité de politique nucléaire qui a eu lieu le 17 mars, donc qui est tout récent. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été annoncées. Et l'une d'elles, c'est la relance d'une filière industriel de réacteurs à neutrons rapides. Et le mot le mot industriel est important et réacteurs à neutrons rapides. Les réacteurs à neutrons rapides, il faut se rappeler ce que j'appelle souvent le fantôme oublié de Superphénix. C'est que dans le début du programme, il y avait une complémentarité entre les réacteurs d'aujourd'hui, les réacteurs à eau sous pression, et puis des réacteurs dits les réacteurs à neutrons rapides qui ont, sans entrer dans la technique, la propriété d'être capables d'utiliser beaucoup plus la matière nucléaire et de recycler, d'utiliser l'uranium appauvri. Donc on a une grande quantité sur notre territoire. Et en fait, ce réacteur avait une raison d'être. Pourquoi on l'avait abandonné? Pour des raisons politiques. En 1997, il y a l'élection législative et un gouvernement, le gouvernement avec Lionel Jospin et Dominique Voynet, qui décide d'arrêter Superphénix, qui était un réacteur très contesté et hautement symbolique.
Du coup, Chirac, et puis Sarkozy, et puis Hollande, je dirais, prennent un programme alternatif qui est un programme de développement d'un réacteur de démonstration, mais dans la même technologie qui s'appelait Astrid. 2019, là aussi, ce réacteur n'est pas construit. Et les Japonais, qui étaient nos partenaires, se retrouvent tout seuls. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il a été annoncé, en fait, la relance d'un programme de construction futur, ça va prendre du temps, de ces réacteurs à neutrons rapides qui complètent, en fait, les réacteurs d'aujourd'hui. Donc là, c'est à quel horizon, là? Alors, on parle d'horizon d'un prototype probablement autour de 2050, mais une vingtaine d'années pour préparer un réacteur, c'est pas surprenant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas le seul dans le nucléaire en général, ni dans cette technologie des rapides, puisqu'en fait, les Japonais, les Russes et les Chinois ont des programmes de cette nature. Alors, je voudrais qu'on prenne d'autres exemples. Peut-être, même si le fait d'avoir de l'électricité de source nucléaire, ça nous permet d'avoir un bilan carbone qui est quand même bien meilleur par rapport à d'autres pays européens, mais des exemples qui sont un peu plus proches du quotidien des Français. Par exemple, qui illustre un peu ce que vous dénoncez, c'est-à-dire une forme de bureaucratie écologiste un peu déconnectée. Le leasing social, par exemple, pour acheter des voitures électriques, très bonne idée sur le papier. On s'est rendu compte que finalement, moi l'impression que j'ai eue, c'est le gouvernement dépassé par le succès du leasing social. Est-ce que c'est votre analyse aussi? Alors c'est tout à fait ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs le début du livre. Il y a un personnage concret qui s'appelle Jobbik qui est très en colère au début du livre, parce qu'en 2022, il entend l'annonce de cette mesure pendant la campagne des présidentielles qui est faite par le président de la République en personne. Là, on est en 2022. Le 14 décembre 2023, la mesure est annoncée. C'est le président de la République, d'ailleurs lui-même, qui fait une vidéo qui dit voilà, cette mesure va être mise en place. Elle démarre au 1er janvier 2024. Alors, en quoi consistait cette mesure? Ça permettait à des foyers modestes d'acquérir un véhicule électrique avec un loyer mensuel de moins de 100 € par mois. Voilà, ça c'est une très très bonne mesure. Effectivement, il y a eu beaucoup de demandes. Et ça coûtait trop cher au budget de l'État au bout d'un moment. Ça coûtait trop cher. Alors ça, c'est une question d'appréciation. Oui. Mais au bout de 6 semaines, la mesure est arrêtée. La ligne budgétaire a été mangée très vite. Au bout de 6 semaines, la mesure est arrêtée. Alors ça, c'est le genre de chose qui est désespérant pour nos concitoyens. Je dirais, est-ce qu'on peut avoir des politiques publiques où on a des mesures qui sont lancées, en fait, sans études de marché, sans études préalables? On est dépassé par le succès parce qu'on n'a pas étudié sérieusement le dossier. Et on dit aux concitoyens, écoutez, les mesures, c'est comme au supermarché avec les soldes. Il n'y en aura pas pour tout le monde. C'était pas possible. Il fallait aller plus vite, quoi. Mais elle n'est pas abandonnée. Le leasing social, alors même si en ces temps de budget difficile à boucler, il est peut-être moins ambitieux que prévu, mais il y a encore un dispositif. Alors, il y a un dispositif qui réapparaît, qui redisparaît. Alors, c'est vrai que l'année n'a pas été facile, avec la dissolution, avec le budget 2025 qui a été particulièrement laborieux, mais nos concitoyens doivent s'approprier des mesures. On ne peut pas leur dire c'est comme si, puis après c'est comme ça. Et d'ailleurs, on a un exemple encore plus sévère, si j'ose dire, dans la rénovation énergétique. MaPrimeRénov'. Mais alors, elle a été là aussi, alors c'était effectivement très compliqué au début, elle a été simplifiée, pas suffisamment simplifiée pour vous? Écoutez, si vous écoutez les professionnels et les citoyens, ils sont désespérés. Les professionnels, par exemple, il faut être une entreprise habilitée, ayant reçu un agrément pour faire ça. Il n'y en a plus que 60 000. Il y en a moins qu'en 2022, alors qu'on voudrait faire davantage. Les citoyens, il y a un groupe Facebook, MaPrimeRénov', ils sont, je crois, d'une trentaine de mille, entre 25 et 30 000, ils racontent leurs galères. Il y a beaucoup de gens, même la défenseuse des droits s'en est émue. Il y a des gens qui sont dans une situation de précarité avec ça, parce qu'ils essayent de lancer des travaux, ils n'arrivent pas à se faire rembourser. Et puis il y a aussi, il est vrai, un sujet de fraude. Encore une fois, ce sont des mesures qui ont été changées tous les ans, même en 2024, ça a changé entre avant et après le 15 mai. Il faut des mesures stables, peut-être moins de mesures, on fera des économies mieux préparées, mais que les citoyens puissent s'y retrouver. Et alors, vous dites, sur qui, si on essaye d'esquisser des solutions, vous dites qu'il faut s'appuyer sur les parlementaires. Pourquoi ? Alors, j'ai dit ça après un long travail d'enquête. Il y a 2 ans d'enquête, en fait, dans ce livre, à la fois sur des décisions stratégiques et sur des décisions de la vie quotidienne. Les cabinets ministériels travaillent dans beaucoup d'agitation et parfois, malheureusement, totalement déconnectés à la fois de la science et de la technique et de la société. Et je voudrais prendre la défense de 2 organisations qui ont souvent été critiquées. Rapidement, il nous reste moins d'une minute. Les parlementaires et les administrations. Les administrations, bien
guidés, font un travail remarquable. Et les parlementaires, dans leur commission d'enquête ou avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ont une méthode, prennent le temps d'étudier les dossiers et font des recommandations qui méritent d'être suivies. D'ailleurs, la relance des réacteurs à neutrons rapides est une des recommandations qui avait été faite plusieurs fois par le Sénat. Merci beaucoup Henri Wallard. Votre livre Mensonges d'État, imposture écologique est donc publié chez Fayard. On passe tout de suite à notre débat, les taxes de solidarité internationale en question.